L'efficacité d'une telle mesure. Bonsoir et bienvenue à tous. Retrait des enfants de la rue à Ziguinchor. Ils sont plus d'un millier d'enfants dans la rue. Des actions ont été menées par des acteurs qui luttent contre ce phénomène pour l'éradiquer définitivement. Mais le phénomène demeure avec l'initiative du chef de l'État de retirer les enfants de la rue. Les populations et les acteurs s'engagent à l'accompagner dans ce plan d'urgence. Salut Sec. À Ziguinchor, le phénomène des enfants dans la rue est très présent. Dans la capitale du Sud, on trouve ces enfants dans chaque coin de rue et même devant les maisons pour demander l'aumône, une situation déplorable. La place des enfants n'est pas dans la rue. La place des enfants, c'est dans les écoles et dans les instituts de formation. Maintenant, quand un enfant traîne dans la rue, ça me fait vraiment mal au cœur. Ici, tous les avis sont unanimes. Ce phénomène est en train de ternir l'image du pays. Il y a des faits. Quand un pays laisse pratiquer ces faits-là, ce pays-là, il restera toujours pauvre. Comme on va vers l'émergence, on doit refuser des faits comme ça. Parce que ça, c'est la pire des pauvretés. C'est l'extrême de la pauvreté. Selon une étude réalisée par des acteurs qui luttent contre ce phénomène, ils sont plus d'un millier d'enfants dans la rue à Ziguinchor, des enfants qui viennent de Kolda et de la sous-région. Nous étions rendus compte qu'au maximum, ça devait tourner aux alentours de 1500 enfants, de familles même, je vais dire directement, qui étaient peut-être touchés de près ou de loin par cette situation. Nous nous sommes rendus compte lors de cette étude que la plupart des enfants nous venaient hors de la région de Ziguinchor. Ces enfants nous venaient principalement de Kolda ou de façon plus éloignée de la sous-région, notamment les deux Guinées. Et c'était des enfants qui étaient là, donc on ne pouvait pas considérer Ziguinchor comme zone pourvoyeuse d'enfants de la rue. Ces acteurs, dans le cadre de leurs interventions, ont initié des actions pour éradiquer le phénomène. Nous avions en son temps initié des programmes de prévention, essayé de voir les familles à risque, essayer de travailler avec eux sur des programmes de renforcement économique principalement pour leur permettre de retenir les enfants sur place, mais également essayer de travailler avec les acteurs. Beaucoup d'actions ont été faites avec les enfants. Des formations sur les droits de l'enfant, des formations sur le premier secours. On faisait toujours ces actions, c'est pour réduire le temps de mendicité des enfants. Même si on ne peut pas l'éradiquer, qu'on fasse des actions pour la réduction du temps de mendicité des enfants. Ce qui fait que ces enfants sont occupés tous les après-midi, soit par des techniques manuelles, soit par des jeux avec les autres enfants du quartier. Toutefois, ce phénomène demeure à Ziguinchor. Mais avec le programme de retrait des enfants dans la rue initié par le chef de l'État, population et acteurs poussent un ouf de soulagement et saluent cette mesure. Toutes les mesures prises au Sénégal, c'est la seule que j'approuve. Parce que c'est la seule qui est significative, qui permet aussi à sauvegarder la réputation du Sénégal. On soutient le président de la République par l'initiative et on voudrait que tout le monde en fasse son affaire, que tous les citoyens à l'unisson se battent pour que les enfants ne soient plus dans la rue. Quelles que soient les actions que nous menions en son temps, ça n'aboutissait pas parce que voilà, l'application faisait défaut. Donc nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement cette action du gouvernement du Sénégal. Les enfants sont ce qu'il y a de plus cher pour une nation. Donc leur protection est primordiale. Et maintenant, l'État, en tant que garant de la protection de tous citoyens, et surtout les citoyens les plus faibles, a jugé bon de vraiment appliquer la loi telle qu'elle est dite. Et ça, vraiment, ça nous réjouit dans notre façon de travailler de tous les jours. Ces acteurs et même les populations attendent avec impatience le démarrage du programme de retrait des enfants dans la rue à Ziguinchor. À Tambacounda, aucune action n'est encore menée pour l'instant contre les enfants talibés, mais le préfet compte convoquer le comité départemental de protection de l'enfant dès ce vendredi, ce pour une application diligente de la mesure, du reste appréciée par les tenants des Dara. Abdoulaye Sinkare.
Cette image d'enfant à la recherche de pitance ne sera bientôt qu'un vieux souvenir. Ici, à Tamba, la mesure de retrait des enfants de la rue est bien appréciée, même par les tenants des Dara. Seulement, ils souhaitent être accompagnés par l'État. Le retrait est une bonne idée. Si nous laissons les talibés manger dans la rue, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Maintenant, il faut aider les maîtres coraniques, sinon les difficultés vont demeurer. Pour l'instant, aucune action à l'encontre des enfants de la rue. Mais le préfet a bien reçu un courrier dans ce sens et compte s'atteler à son application avec le comité départemental de protection de l'enfant. Nous allons réunir le comité départemental de protection de l'enfant, qui, je le rappelle, regroupe, outre les services départementaux, les partenaires techniques et financiers, les ONG. Et ensemble, nous allons en tout cas réfléchir autour d'une stratégie d'accompagnement de cette campagne de retrait d'urgence des enfants, à travers peut-être d'abord l'identification de ces enfants, alors, la concertation avec les acteurs impliqués, notamment les maîtres coraniques. Tamba n'a pas de centre d'accueil, mais le CDPE a trouvé une parade pour juguler la question. Dans le cadre de notre collaboration avec l'UNICEF, nous avons mis en place un réseau de familles d'accueil. Aujourd'hui, comptez dans le département de Tambacounda 55 familles d'accueil, alors qui sont réparties dans les différentes communes du département. Et avec ces familles d'accueil, nous avons déjà entamé un travail de prise en charge d'une catégorie d'enfants. Il n'y a aucune situation de référence sur les enfants de la rue à Tamba, mais sa position de carrefour frontalier avec 3 pays en fait un point de chute pour beaucoup d'enfants du voisinage. Ce jeudi à Dakar, les opérations visant à retirer les enfants de la rue ont eu lieu dans la commune de Dakar-Plateau. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour les assister. Et puis cet après-midi, des associations de maîtres coraniques se sont regroupées et ont décidé d'accompagner cette initiative du chef de l'État, Seydina Lunfal. Lendemain de Korité, Dakar-Plateau s'est vidé. Les enfants dans la rue figurent parmi les absents. Ce jeudi, des opérations de retrait de ces enfants ont été menées dans la commune de Dakar-Plateau. Ce matin, vous avez vu effectivement une vaste opération, n'est-ce pas, au niveau de Dakar Plateau. Ceci consiste effectivement à mettre en œuvre les instructions données par le chef de l'État, qui fait qu'aujourd'hui, depuis ce matin, nous voyons effectivement ce phénomène où en tout cas les gens, on essaie quand même d'enlever ou d'éradiquer ce phénomène dans la rue. Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que, en fait, la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. L'enfant, on doit l'amener, on doit aller l'éduquer. Maintenant, ce qu'il faut maintenant éviter, c'est qu'il y ait de l'amalgame entre les talibés et les enfants qui sont dans la rue, qui passent toute la journée à demander de gauche à droite. Ces opérations comportent 2 niveaux. On l'a fait à 2 niveaux. Le premier niveau d'abord, tous les Sénégalais qui sont concernés reçoivent un premier avertissement. On les fait partir et on les somme de quitter la rue. Les autres, en tout cas les gens qui sont pris, qui ne sont pas des Sénégalais, sont aujourd'hui au niveau du commissariat central et ils sont identifiés. À l'issue, n'est-ce pas, de ces opérations-là maintenant, les enfants qui sont concernés sont remis dans les centres. Et à ce jour, il y a le centre Guindi et le centre Guindi et le village SOS qui reçoivent les enfants de ce genre. Alors, d'autres centres seront en tout cas mis en branle pour en tout cas continuer à recevoir les enfants dans la rue. Un comité de coordination et de suivi va contribuer à la prise en charge de ces enfants dans la rue. Il y a un comité de coordination, de suivi qui est mis en place pour effectivement identifier les enfants, encadrer les enfants, accompagner les enfants jusque dans les centres, n'est-ce pas, d'accueil, pour en tout cas une meilleure prise en charge de leurs besoins. Alors, les autres personnes qui seront prises quand même, qui seront des personnes majeures, seront identifiées au niveau du commissariat central de Dakar. En tout cas, et suite sera donnée suivant les résultats que les gens auront. L'association des maîtres coraniques s'est réunie pour accompagner ce processus. Il faut que tout le monde participe à cette dynamique pour qu'aujourd'hui,
que le message du chef de l'État puisse être traduit en actes. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'une association de maîtres arabes est en train de se réunir actuellement. Et certainement, d'ici demain ou après-demain, vous allez entendre en tout cas un communiqué qu'ils vont en tout cas mettre sur pied pour accompagner l'État dans cette dynamique-là. Depuis quelques jours donc, des initiatives ont été prises afin d'éradiquer le phénomène des enfants dans la rue. Des mesures qui visent à protéger ces enfants et leur offrir un meilleur cadre d'épanouissement. Saint-Louis se mobilise également, les acteurs sont unanimes, il faut faire face à ce fléau qui gagne du terrain. Nous reviendrons sur le reportage de Mama Moussagnan. Direction Touba, le khalife général des Mourides appelle les musulmans à persévérer sur la même démarche d'action de grâce que pendant le mois de Ramadan. Chaque fidèle doit travailler à honorer l'islam dans l'union et la paix. À Touba, la prière de l'Aïd el-Fitr a été dirigée par l'imam Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Abdou Khadre Rabi Oumaïa. Touba dans la mouvance d'une autorité célébrée à l'unisson au Sénégal. Un vœu longtemps exprimé par le khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké de voir les musulmans du Sénégal célébrer les jours de fête dans une parfaite communion. Et cette autorité aura au moins le mérite d'unifier et raffermir les liens entre croyants et de débarrasser, comme l'a recommandé l'imam ratib de Touba, Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, dans son sermon, l'islam de tout cliché et accusation mal fondée. Après les 2 rakats, place au sermon. Allahu Akbar. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Au nom du khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, de se réjouir des actions qui ont marqué le mois béni, à savoir les prières obligatoires comme surérogatoires, l'intensification de la fréquentation des lieux de culte, la distribution des ndogou, l'entraide, les causeries sur l'islam, la lecture du Saint-Coran et les khasaïd. Voilà des actions que le khalife a beaucoup appréciées. Et pour cela, la recommandation est faite de s'acquitter de la zakatul fitr ou murum koor, qui est une obligation divine. Des références coraniques et prophétiques ont été citées par l'imam pour étayer l'appel du khalife à se conformer au ndigal. En cela, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké s'est voulu clair. Ne faites jamais une chose sans en obtenir l'autorisation de votre hiérarchie, car toute action menée en dehors d'une ndigal peut conduire à la perdition. Et cela est une forte recommandation de Serigne Touba. Et la voie qu'il a tracée est basée sur le respect strict de ses enseignements. L'imam de parler au nom de toute la communauté mouride pour saluer les nombreuses actions menées par le khalife dans le seul intérêt de l'islam. Une satisfaction exprimée par Serigne Fallou Imam en ce jour de prière et de pardon. Démarrage de l'hivernage, cumul des pluies. L'ANACIM publie ses prévisions pour la période de juillet à septembre. Même si quelques perturbations ont été enregistrées dans certaines localités du pays, l'installation de l'hivernage sera tardive, annoncent les spécialistes. Les agriculteurs, eux, devront attendre pour les premiers semis. Voici le profil de la saison avec Françoise Sec. Après un premier bulletin diffusé par le service de la météorologie au mois de mai, celui de juin confirme les tendances de l'hivernage. Dans cette mise à jour, nous confirmons un démarrage normal à tardif dans certaines localités et de manière globale, un cumul déficitaire en début de saison, mais qui se normalise, voire légèrement excédentaire dans quelques zones en fin de saison. L'hivernage n'est pas encore effectif sur l'étendue du territoire, même si certaines régions ont déjà enregistré leurs premières pluies depuis le mois de juin. On peut dire que l'hivernage a démarré dans le sud-est du pays et par extension le sud vers la zone de Kolda et un peu le centre-sud-est vers la région de Tambacounda. Donc récemment, nous avons reçu des pluies relativement abondantes vers la zone nord et qu'en perspective, nous attendons également d'autres pluies ce week-end et les jours à venir. Ensuite, il y aura des pauses pluviométriques. Le centre-sud, normalement, le démarrage devrait être au début du mois de juillet. Donc après les pluies qu'on aura prochainement, il y aura une pause, donc il faudra également attendre.
Les agriculteurs devront donc prendre leur mal en patience. Donc globalement, le mois de juillet sera ponctué de pauses pluviométriques. Donc il faut faire très attention par rapport au démarrage. Donc il faut attendre vraiment que les profils se confirment pour procéder au semis, surtout dans la partie nord et centre-nord du pays. Et pour la région de Dakar? Vous savez, Dakar n'est pas une région agricole et que plutôt on craint d'avoir des inondations. Donc le fait de dire qu'il y a un démarrage tardif n'exclut pas forcément des pluies fortes, mais il faut dire qu'il y aura, en fait, les pluies fortes vont se raréfier quand même. Il n'y aura pas beaucoup d'événements extrêmes. Globalement, l'hivernage 2016 présente approximativement le même profil que l'année dernière. Donc cette année, le profil, c'est qu'il y aura un démarrage aussi tardif, mais également un rattrapage, mais peut-être plutôt normal, pas aussi excédentaire que l'année dernière. Après cette prévision saisonnière, un autre bulletin sera émis à l'issue de la première décade du mois de juillet, mais reste à savoir si les paysans en feront bon usage. Justement, une de nos équipes s'est rendue dans la zone centre où il est prévu une pause pluviométrique pour voir si les paysans agriculteurs tiennent compte des prévisions saisonnières. Alundia et Kodoussen et Fatou Sarro se sont rendus dans la région de Diourbel, à Bambey précisément. C'est dans ce sol aride et encore sec que les paysans de Ndioudiouf, dans le département de Bambey, procèdent au premier semis de mil. Nous préférons semer le mil à sec, car si on attend les premières pluies avec un sol humide, les travaux risquent d'être pénibles. Avec les cultures d'arachide et de niébé, on ne peut pas attendre plus longtemps, car nous risquons d'être submergés. Malgré la prévision tardive des pluies dans la zone centre par la météo, pour les paysans, le temps presse. On ne peut pas attendre ou bien écouter la météo pour semer. Parce que souvent aussi la météo, il donne des informations qui au finish ne correspondent pas à la réalité. Un bon paysan, nous on prend toujours les devants. Parce que aussi une situation qui souvent entraîne des difficultés. S'il y a une pause pluviométrique, comme l'annonce la météo, le mil va germer et nous serons obligés de ressemer. Une méthode ancestrale et laborieuse que la recherche s'évertue à pallier. Malgré l'utilisation de cette méthode, ils parviennent quand même à produire et avoir des rendements assez conséquents. Mais un travail de l'ISRA a été effectué dans ce sens, en essayant de créer des variétés qui sont résistantes à la sécheresse, qui, en cas de pause pluviométrique, peuvent quand même supporter ce stress. Pour aux prévisions météorologiques, ce qu'on peut dire aux paysans, c'est-à-dire essayer de voir s'ils peuvent mettre en culture des variétés de cycle court, surtout notamment dans la zone centre et la zone nord du bassin arachidier. Parce que s'ils mettent des variétés qui ont des cycles moyens ou bien des cycles longs, il peut y avoir des problèmes liés notamment à la sécheresse. Dans cette localité, c'est une variété à cycle long qui est cultivée. C'est le souna que nous cultivons dans cette zone centre. Il faut 3 mois pour sa maturité. La semence est disponible. Nous la conservons nous-mêmes. Si les pertes sont minimes avec les semailles à sec du mil, les producteurs ne prennent aucun risque pour l'arachide. On ne procède pas de la même manière pour semer l'arachide. Parce que pour semer l'arachide, il faut attendre jusqu'à ce que vraiment le sol soit tellement humide. Si vraiment on se précipite à semer l'arachide avec une seule pluie qui n'est pas tellement suffisante, on risque vraiment de perdre la récolte. Une récolte assujettie à la pluviométrie, à la qualité des semences et à leur adaptabilité par rapport aux zones climatiques. Des données souvent bien déterminées par la recherche. Elles orientent les politiques agricoles. Dans ce sillage, je vous propose à présent d'écouter le directeur de l'agriculture. Il se prononce sur les politiques en cours et qui tiennent compte des paramètres susceptibles d'aider à l'atteinte des objectifs de production agricole. Aujourd'hui, nous prenons en compte les données météorologiques donc dans nos stratégies. En termes de mesures prises, la mise en place à temps des intrants
Et si vous remarquez aujourd'hui, au moment où pratiquement nous sommes à un taux de mise en place de l'arachide de plus de 99%, presque 100%, et un taux de cession de plus de 90%. Pour les engrais aussi, c'est la même chose. Quand on regarde la zone sud aujourd'hui dans le Kolda, pour le 6-20-10, pratiquement, les zones comme Médina Yoro Foulah disposent entièrement de leur quota. Nous avons combiné aussi le respect de la carte variétale et la mise en place de variétés de cycle court, comme le niébé, comme le sorgho, le sésame. Voilà, nous avons combiné ces différentes stratégies. Donc aujourd'hui, le retard accusé ne peut pas impacter sur la production. On parle dans la zone sud de Mékédougou, ils ont démarré et jusqu'à présent, il n'y a pas de pause pluviométrique. C'est en fonction des zones. Et en fonction des zones aussi, nous formulons des recommandations. Le conseil que nous donnons aux producteurs, c'est de suivre les recommandations des techniciens, aussi bien de l'agriculture que de la météo. Ce n'est pas un jour férié, mais nous faisons le point sur le lendemain de la Korité. L'activité est au ralenti dans la capitale, des rues désertes, des magasins fermés, des marchés vides aux trois quarts plutôt, et des agents de l'administration absents de leur poste, à quelques exceptions près. Sur le terrain, le constat de Blaise Benkilan et Fatou Sakho. Voici le reportage. Le constat est là, voilà, la ville est déserte. Place de l'Indépendance, avenue Pompidou, Lamine Gueye, Blaise Diagne, Alépape Gueye-Fall. Partout, à ce jour ouvrable, la circulation est pratiquement inexistante. circulation bi tey neex na pour man de di nga am client doo sonn waaw non wax dëgg yàlla météo bi ci man neex na trop non di nga lakk sax mais li ngay lakk da nga koy gagné. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont donné congé à leurs employés, donc ce qui fait que il y a de la fluidité dans la circulation. Et bon, c'est assez agréable quand même, donc ça nous permet déjà de se garer beaucoup plus facilement et de pouvoir faire ce qu'on a envie très rapidement sans trop de stress. Une situation qui fait apparemment le bonheur des conducteurs. Mais pour d'autres usagers qui ont un besoin urgent, le ralentissement des activités est un véritable casse-tête. Nous voulons acheter des pièces pour la voiture, des antilles et des pneus, mais depuis ce matin nous cherchons, mais finalement, on l'a eu. Sur les avenues les plus bruyantes en temps normal, le commerce est au point mort. Au marché Kermel, c'est le même constat. Nombre d'étals sont recouverts. Il y a beaucoup de commerçants qui sont au village pour faire la fête de Korité. C'est pour ça que l'activité là, ça n'a pas bien marché comme avant. On le ressent parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne viennent pas, donc la table, ils ne sont pas payés. Si les gens qui viennent, qui font quelque chose dans la table, qui doivent payer 200 ou 300. Et s'ils ne sont pas venus, ils ne doivent pas payer. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de recettes. L'activité va reprendre d'ici lundi ou mardi. À Sandaga, certains ne se permettent pas ce luxe. Il n'y a pas de fête. La fête, on fait avec les travaux, on fait avec dans le marché. Pourquoi? On n'a pas besoin de reposer dans la maison. Parce que nous sommes des commerçants. Il y a les gens qui travaillent avec les industries. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps pour venir ici pour acheter. C'est ça. Des fois, on gagne petit à petit. Des fois, le lendemain de la fête, ça a plus gagné que la fête. D'autres très sollicités et qui pourtant ne sont pas tous présents sont les agents de l'administration. Je suis venue ici pour des raisons de service, mais apparemment partout où je suis passée, les services sont au ralenti quand même. Ça, il faut le dire quand même. Mais néanmoins, là où j'étais, j'ai trouvé le service marcher correctement et on m'a bien reçu. Là, j'ai quitté mon bureau pour venir au cabinet parce que j'avais un courrier à déposer. Mais tout le monde n'est pas là, c'est clair. Parce qu'il y en a qui demandent des autorisations d'absence. J'ai l'impression que c'est devenu un problème de culture maintenant. Une culture que le top management essaie de changer. Bonjour madame. Bonjour. Oui, vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, on a travaillé. C'est le ministère là. Pour les avances des enseignants et les différents paiements avec le directeur de l'office. Voilà. Pour qu'on fait aujourd'hui, comme procéderont au paiement des enseignants qui sont sur place. En tout cas, ici, moi, je suis très heureux de vous dire qu'il arrive souvent que des samedis, les agents du ministère soient là et en nombre. Pour un pays qui a un projet aussi ambitieux que le plan Sénégal émergent, je crois que même la présence seulement aux heures normales de travail, cette présence est insuffisante.
il faut que chacun y mette un peu plus. Et c'est ce qui fait que quand je venais le matin et que j'ai vu que la route était fluide, et vous savez ici, là où nous sommes, aux allées Pape-Gueye-Fall, il y a des embouteillages intempestifs et qu'il n'y en avait pas, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Lendemain de fête au Sénégal rime avec un ralentissement de l'activité sociale comme économique et absentéisme. Aucun secteur n'est épargné et cela constitue un manque à gagner pour le pays. Il y a un ralentissement au niveau de l'activité, donc c'est lié à la fête. C'est normal parce que les gens, en période de fête, nous bari dañuy dem sen village. Je suggère à l'État que nous revoir les choses. Le lendemain de Korité et Tabaski, si on pouvait faire ça à des jours fériés, donc ça sera une bonne chose pour les populations. La solution devrait être envisagée au niveau de l'État pour que si les gens ne travaillent pas ce jour-là, qui est un jour ouvrable, au moins qu'ils puissent être rattrapés pendant le dimanche, le samedi, pour donner à l'État ce qui lui appartient. Mais sinon, ce n'est pas bien pour un pays sous-développé. C'est un manque à gagner, clair. Il faut que chacun d'entre nous fasse une introspection et se dise que le travail, il ne faut pas simplement que le président soit derrière tout le monde. Il faut que chacun assume son rôle et joue son rôle. Un sens de la responsabilité et un dévouement patriotique qui en appelle à la conscience de tous. Et là, je sais que Ndiaye Wade, bonsoir, vous êtes le directeur des transports routiers et vous êtes notre invité. Alors, est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui? Comment ça se passe dans votre service? Vous avez regardé ce reportage? Quel commentaire? Tout à fait, j'étais à mon bureau. D'abord, permettez-moi de saluer tous nos compatriotes sénégalais, de vraiment dire qu'aujourd'hui, quand même, ce n'était pas un jour férié. Toutes les administrations devaient être ouvertes. Je dis que nous, chez nous, il n'y a pas de problème. Au ministère des Infrastructures, des Transports et des Désenclavements, comme chaque jour, il y a une levée des couleurs à 8 heures. Donc le ministre était présent et tous les chefs de service étaient présents. Je pense que c'est ce qu'il faut montrer comme exemple. Maintenant, il y a un travail à faire. C'est sûr qu'il y a eu des absents qui n'avaient pas de permission. Il y a plus d'absents que de présents. Il y a eu plus d'absents parce qu'il y avait aussi des permissionnaires. Mais aussi, il faut voir pour ceux qui se sont absentés sans avoir eu la permission, quelles sont les mesures à prendre. En tout cas, il va falloir les sensibiliser davantage pour informer tout le monde que le travail, c'est le travail. Il faut être à l'heure. Même si on ne travaille pas, il faut venir au bureau et être présent à l'heure. C'est un contrat qu'on a avec la société, il faut respecter ce contrat. Sans doute qu'ils sont sur la route en train de revenir à Dakar et vous êtes là pour nous parler justement de ce qui se passe sur nos routes. Il y a urgence justement avec la recrudescence des accidents qu'on a noté ces derniers jours. Alors pourquoi on a l'impression que vous attendez toujours la dernière minute pour réagir? Doit-on parler d'urgence ou de médecin après la mort? Non, vous savez, la prise en charge des accidents, c'est une affaire continue. Ça se fait tous les jours. Vous savez, à travers le monde, chaque année, 1 250 000 personnes perdent leur vie sur nos routes. 50 millions en sortent avec une certaine invalidité du fait de leurs blessures lors des accidents. Sur les routes du monde? Sur les routes à travers le monde. D'accord. Au Sénégal particulièrement, le Sénégal n'est pas en reste. Il y a plus de 500 morts chaque année sur nos routes. C'est beaucoup. Donc il va falloir travailler davantage à mettre en route, en tout cas à mettre en œuvre des actions pour vraiment baisser le nombre de morts sur nos routes. Le Sénégal est engagé dans ce sens-là. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, nous avons un plan national de sécurité routière qui s'inscrit dans le cadre de nos engagements au niveau international pour atteindre quel objectif? Réduire le nombre de morts sur nos routes à l'horizon 2020 de 35%. Il y a des actions qui sont menées autour de 9 piliers, la sensibilisation, autour des actions par rapport aux infrastructures. Vous savez, l'accident, c'est 3 facteurs. C'est soit la route, ou bien c'est les infrastructures, mais particulièrement c'est le comportement. 92% des accidents sont dus au comportement. Donc des actions doivent être menées sur le comportement, sur les infrastructures, sur les véhicules. Sur les véhicules, je pense que tout le monde sait que le premier centre de contrôle technique moderne a été ouvert à Dakar. Et il y a aussi un projet de renouvellement du parc qui a déjà commencé à Dakar et qui va s'étendre aux autres segments du transport routier. Sur les infrastructures, tout le monde sait qu'il y a des infrastructures de nouvelle génération qui sont actuellement en cours de réalisation. C'est le pont de l'émergence qui va bientôt être inauguré. C'est le prolongement de la VDN, mais aussi c'est la mise en place de passerelles pour faciliter quand même aux personnes à mobilité réduite de traverser les routes à grande circulation. Sans oublier aussi les aménagements de certaines écoles que nous faisons dans le programme qu'on appelle nous Road Safe School pour permettre aux élèves de pouvoir sortir de l'école sans conflit avec les véhicules.
Vous savez, l'élève a tendance à sortir de l'école en courant. Il faut casser cette vitesse-là, lui créer un couloir qui lui permet de pouvoir sortir, traverser la route sans difficulté. Ça, ce sont des actions que nous menons sur les infrastructures. Maintenant, sur l'homme, il va falloir renforcer la formation. Nous allons mettre en place un dispositif qui va permettre de mettre en place le statut du conducteur professionnel. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir son permis de conduire pour pouvoir prétendre être conducteur professionnel. On ne peut pas transporter plus de 60 personnes, plus de 30 tonnes sur la base d'un permis tout court. Il faut faire une formation complémentaire pour pouvoir être un conducteur professionnel. Là, nous allons y travailler. Mais nous allons travailler aussi sur l'évaluation. Ça veut dire renforcer le système de l'aménagement, améliorer le système d'évaluation des candidats aux examens du permis de conduire. Nous y réfléchissons à travers la coopération internationale avec le Maroc et la France pour mettre en place une application audiovisuelle qui permettra d'évaluer les candidats aux examens de permis de conduire sans contact physique. On mettra tout simplement un écran tactile et un casque, soit on vous pose des questions en diola, ou en wolof, ou en sérère, ou en français, et vous répondez sur un écran tactile. Il y aura aussi des aires de manœuvre qui seront aménagées pour passer l'examen à ces endroits-là. Vous voyez, donc il y a des efforts qui sont faits sur l'évaluation. Mais après, le conducteur, après avoir eu son permis de conduire, il faut le suivre. C'est la raison pour laquelle l'État envisage de mettre en place le permis à points pour mieux suivre les conducteurs infractionnistes et les sanctionner si besoin. Justement, vous avez parlé de sensibilisation, des volets de tout ce que vous menez comme politique sur les routes du Sénégal. Alors pour la sensibilisation, on a l'impression qu'au Sénégal, ceux-là qui ont le permis, ils ne sont pas nombreux justement à parler français alors que le permis se fait en français. L'exemple d'un conducteur qui passe sur l'autoroute à péage et qui ne sait pas lire un panneau pour prendre la voie normale qu'il faut. Est-ce que justement la question de la langue ne pose pas de problème dans la sensibilisation que vous menez? Oui, enfin, nous faisons la sensibilisation à travers toutes les langues. Le manuel didactique du Code de la route a été traduit en 6 langues nationales avec l'accompagnement du ministère en charge de l'alphabétisation et qui a été vulgarisé au niveau de toutes les régions du Sénégal. Je pense que c'est vrai qu'il y a une communication à faire qu'il faut renforcer pour que les gens se rendent compte de ce que nous faisons. À travers quel support? C'est un bouquin qui est mis à disposition des transporteurs qui savent lire, mais qui savent lire à condition qu'ils soient alphabétisés. C'est vrai qu'il faut parler davantage à ces acteurs-là, mais sachez quand même que chaque année, lors des événements religieux, nous faisons des programmes de sensibilisation adressés vraiment aux transporteurs, aux acteurs qui se déplacent en masse. Mais aussi, à partir de cette année, vous n'avez pas encore vu ça pour sa mise en œuvre, c'est parce qu'il y avait des contraintes de marché. Il y aura de la sensibilisation suivant des thèmes donnés. Nous allons organiser 5 semaines thématiques sur le port de ceinture, sur le téléphone au volant, sur l'utilisation des passerelles, sur le stationnement dangereux. Et voilà, donc c'est pour permettre vraiment aux citoyens d'être sensibilisés davantage. Mais il ne suffit pas seulement de sensibiliser. Il faut prendre des actions vigoureuses. Vous savez, regardez la passerelle qui se trouve à côté de Philippe Maguilène Senghor. Ayof. Les gens n'utilisent pas la passerelle. Ils traversent parce qu'ils ont la possibilité de traverser sans la passerelle. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les inciter à ne pas traverser. Ce qui s'est fait à Kernbaïfal. Et comment? Mais il faut barrer la route. Il faut mettre une séparation au milieu de la route. Comme ça, c'est des barrières, vous voulez dire? Une séparation. Comme au niveau de la foire. En plus des barrières, à Kernbaïfal, oui, il y a une séparation qui est faite au niveau des GBA. Là où il y a les GBA continus, oui, il y a une séparation qui est faite. Il faut empêcher la personne de faire ce qu'elle veut faire qui peut attenter à sa vie. C'est ce qui se fait, suite aux accidents spectaculaires qu'il y a eu en fin 2013 et 2014. Vous savez, le 1er janvier 2014, il y avait un accident spectaculaire. C'était le jour du Magal du 1er janvier 2014. Il y a eu 19 morts après Khombole. C'est suite à cet accident que l'État du Sénégal a pris l'engagement de mettre en place des ralentisseurs des dodanes. On est parti de 570 morts en 2013 à 518 morts en 2014. Ce n'est pas du tout la solution idéale. Mais si quelqu'un ne veut pas respecter la vitesse en agglomération, il faut le forcer à le faire. C'est la raison pour laquelle on a mis les dodanes. Ce sera la même chose pour les passerelles. Il faut forcer les gens à utiliser les passerelles. Alors c'est quoi le problème justement de la route au Sénégal? C'est le problème des individus plutôt que de tout ce que vous faites mettez en œuvre comme stratégie? C'est de l'indiscipline totale. C'est l'indiscipline en général. Indiscipline ou ignorance? L'indiscipline, il faut s'enchaîner par rapport à l'indiscipline. Vous savez, la personne qui prend la décision d'aller avoir son permis de conduire, passer l'examen de permis de conduire, mais il se donne tous les moyens pour aller obtenir ce document. Mais après là-bas, il faut partager quand même la route. Mais partager la route, c'est respecter les conditions de partage. Vous voyez par exemple des jeunes qui conduisent des motos Jakarta.
À Thiès, aujourd'hui, 68% des accidents sont dus à des motos Jakarta. C'est ce qui a été répertorié en 2015. C'est une conduite légale, non? Mais c'est une conduite légale à condition que le conducteur ait son permis. Si vous voulez conduire un engin de moins de 125 cm3, vous devez avoir le permis A1. Vous n'avez que la plaque théorique à passer. Mais si vous avez un engin de plus de 125 cm3, il faut passer le permis A. Mais il faut que l'engin soit immatriculé. Il faut que le conducteur porte un casque. Il faut que le passager porte un casque. Tout ça pour éviter les traumatismes à cas d'accident. Malheureusement, nous devons travailler à renforcer le contrôle avec la collaboration des forces de sécurité pour que le code de la route soit respecté. C'est le non-respect du code de la route qui est à l'origine de tous ces accidents. Et que dire de ces vieux véhicules que l'on retrouve sur les routes du Sénégal? Est-ce que vous avez un droit de regard sur justement les aspects techniques de ces voitures? Je vous ai parlé du premier centre de contrôle technique moderne qui existe à Dakar. Le deuxième centre, la pose de la première pierre se fera bientôt à Diamniadio et l'appel d'offres sera fait aussi pour les centres qui seront disséminés à travers toutes les régions du Sénégal. Mais aussi, il y a un programme qui accompagne les transporteurs. Il faut renouveler le parc, déjà 1600 véhicules renouvelés à Dakar, le parc urbain renouvelé déjà dans 6 régions du Sénégal, Touba aussi a eu son parc renouvelé, d'autres villes vont suivre, mais aussi les autres segments du transport, les gros porteurs, les taxis, le transport interurbain. L'État est en train de travailler avec l'impulsion du ministre Mansour Elimane Kane, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Enclavements. Des partenaires sociaux aujourd'hui sont associés à tout ce qui se fait, tous les partenaires sociaux, il a initié des rencontres pour cela, pour que vraiment aujourd'hui, qu'on arrive à avoir un parc de qualité répondant aux standards internationaux. Okay. Nous prenons l'autoroute à péage pour une dernière question. Sur place, problème de glissière, entre autres problèmes. On parle même de la sécurité. Il y a des gens qui traversent toujours. Est-ce qu'avec la société qui s'occupe justement de cette autoroute à péage, vous avez fait l'évaluation des risques éventuels? Il faut noter qu'il n'y a pas de problème de glissière sur l'autoroute à péage. Il y a des problèmes sur le tronçon Malexi-Padoua, qui ne fait pas partie de l'autoroute à péage. L'autoroute à péage commence à partir de la Padoua. Donc sur l'autoroute à péage, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. La partie qui est gérée, ça roule. Ça roule, il n'y a pas de problème. Maintenant, la partie qui concerne Malexi-Padoua, vous voyez, à côté de Maria Magnas, où il y a des accidents qui sont récurrents, le travail va être fait pour vraiment mettre en place un système qui permettra quand même d'éviter à ce qu'il y ait ce cisaillement-là. En fait, c'est une transversée de l'autoroute, ce changement de direction qui n'est pas permis sur l'autoroute. Je pense qu'après les discussions que nous avons eues avec la Géroute, j'ai été informé que quand même l'appel d'offres a été lancé. Je pense que même l'entreprise a été sélectionnée. Le travail va être fait, je pense, incessamment. Merci, M. Elhadji Seck Ndiaye Wade, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur de transport routier, que vous venez nous faire le point justement sur la situation au niveau de nos routes au Sénégal. Nous allons faire quelques kilomètres, 200 kilomètres pour aller à Saint-Louis et revenir sur l'actualité, la lutte contre les enfants de la rue. Saint-Louis se mobilise, les acteurs sont unanimes. Il faut faire face à ce fléau qui gagne du terrain. Maman Moussagnan. Ancienne capitale de l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis a toujours été considéré comme un berceau de la propagation des Dara. Les Saint-Louisiens d'origine se sont toujours distingués à travers l'apprentissage à l'école coranique. Comme tout bon Saint-Louisien, j'ai fait mes humanités coraniques, c'est au Dara Mohsin Diop, à Saint-Louis. Et d'usage, on se réveille à 7h du matin pour aller au Dara et revenir à 7h30 pour aller à l'école. D'habitude, moi, ce que j'ai connu comme Dara, c'était pour l'enseignement religieux uniquement. Donc moi, je n'ai pas connu ces histoires de talibés dans les rues. Le matin, quand on vient à 7h30, on prend notre alluwa, comme on l'appelle. Bon, on va vers le marabout, il nous dit comment on doit apprendre. Ensuite, on commence à apprendre. Jusqu'à 11h, on vient, on récite. Aujourd'hui, difficile de reconnaître le talibé ou l'enfant de la rue. La rue regorge d'enfants de la rue. La divagation, j'ai bien dit la divagation des enfants de la rue. Parce que là, présentement, où je suis, il se trouve qu'il y a je ne peux pas les appeler des talibés. Pour moi, le talibé, c'est celui qui est dans son dara. La décision du président de la République de retirer les enfants de la rue, une belle initiative pour les Saint-Louisiens. Cette décision de retrait des enfants de la rue est une décision extrêmement importante et une décision salutaire. Mieux, cette décision permet de savoir et d'atteindre les objectifs de certains programmes destinés aux enfants. Si en matière de vaccination, nous arrivons à rompre la chaîne de transmission de certaines maladies-là, ces enfants qui sont dans la rue et qui nous viennent souvent des pays extérieurs sont souvent entretiennus